Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être avec vous pour ce 7e webinaire qui sera dédié à mobiliser les compétences. Alors pour introduire et pour les personnes qui n'ont pas participé jusqu'à présent à nos webinaires, peut-être une petite introduction sur cette plateforme. Le Rameau, depuis 2008, travaille à la question de la co-construction territoriale et donc depuis 10 ans, ça nous a permis en fait, de capitaliser, de modéliser, de mettre à disposition tous nos travaux auprès du plus grand nombre. Et on a voulu aller plus loin avec nos partenaires que sont la Caisse des dépôts, le CGET et la Poste pour mettre à disposition tous ces outils à destination des territoires et notamment ceux qui sont les moins bien dotés en ingénierie territoriale. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est d'éclairer ce qu'est l'innovation territoriale dans toutes ses dimensions. Et en fait, lorsque vous allez sur cette plateforme, vous avez 7 thématiques qui expliquent l'innovation territoriale, comment on la qualifie, comment on comprend son écosystème, comment on définit sa stratégie, comment on fait alliance, comment on évalue, comment on peut utiliser le numérique et enfin, comment on peut transformer son modèle socio-économique. Donc ces 7 thématiques sont éclairées dans cette plateforme avec différentes ressources qui viennent du Rameau, mais pas que. Et cette plateforme, elle a vocation aussi à être vivante. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un système de webinaires tous les mois qui, vous le voyez dans ce slide-là, vous propose des thématiques très différentes tous les mois jusqu'à la fin de l'année de cette année. Donc vous voyez que évidemment les thématiques de la plateforme sont évidemment abordées dans le cadre de ces webinaires, mais il n'y a pas que ces thématiques-là, on aborde d'autres sujets qui viennent évidemment compléter les thématiques qui sont abordées. Donc aujourd'hui, on est bien sur la mobilisation des compétences et pour information, tous ces webinaires sont enregistrés. Donc si vous êtes intéressé par ceux qui ont déjà eu lieu, n'hésitez pas à les reconsulter parce qu'ils sont disponibles très simplement. Alors pourquoi mobiliser les compétences? D'abord, évidemment, parce que ce sont toutes les richesses humaines qui s'engagent et qui apportent leurs compétences et qui vont permettre aux projets d'innovation de pouvoir se réaliser très concrètement. Et dans le cadre de cette plateforme, il faut bien voir que les compétences, ça fait partie de l'un des leviers du modèle socio-économique, puisqu'on rappelle, le modèle socio-économique, c'est trois leviers. Évidemment, les ressources financières, les alliances, c'est-à-dire toutes les synergies qu'il faut mettre en place pour réaliser le projet d'innovation, et enfin, les compétences, c'est-à-dire tous les profils qui vont être mobilisés pour pouvoir réaliser ce projet d'innovation. D'où l'importance de mobiliser les compétences. Alors, dans ce webinaire, ce dont on va parler? D'abord, Yann Uliac va vous représenter les enjeux de l'engagement. Et on a la chance ensuite d'avoir Marie-Jo de Pro Bono Land qui viendra nous présenter le panorama du Pro Bono et comment on va mobiliser les compétences. Et puis enfin, comme d'habitude, on vous présentera toutes les informations que vous pourrez retrouver sur la plateforme de l'innovation territoriale en action. Alors, avant de donner la parole à Yann Uliac, pour ceux qui ont déjà participé au webinaire, vous avez vu que l'interface a quelque peu changé, elle est en phase d'évolution. Mais ce qui est sûr, c'est que ces webinaires ont vocation à être interactifs, c'est-à-dire que chacune des grandes parties qu'on va vous présenter, l'objectif, c'est que vous puissiez échanger avec nous, soit par des remarques, soit par des questions. Et pour ça, il vous suffit d'aller en bas à droite de votre écran et vous avez un onglet qui s'appelle Chat en direct. Donc, si vous cliquez dessus, normalement, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche et le principe, c'est le chat, vous écrivez vos questions, vos remarques et bien sûr, on pourra y répondre. Donc voilà, je laisse la main à Yann Uliac qui va vous présenter les enjeux de l'engagement. Bonjour à tous et un grand merci pour votre intérêt. Le plaisir de compter parmi les participants des personnes qui nous viennent des 4 coins de la France et même du Maroc et d'Haïti. Alors, sur la question des enjeux d'engagement, je vais d'abord... Alors, on fait un tout petit test parce qu'il y a un petit souci audio, j'ai l'impression. Donc, Yann est toujours là, mais on ajuste le microphone. Donc, pour ceux qui n'entendent pas bien, dites-nous si ça va mieux. Et puis, comme ça, Yann peut continuer à faire la présentation. Alors, est-ce que là, ça va mieux ou pas? Donc, sur l'aspect des enjeux d'engagement, comme l'évoquait Elodie tout à l'heure, la grille de lecture du modèle socio-économique a du Rameau identifié 3 leviers, les richesses humaines, le financement et les alliances. Et quand on regarde d'un peu plus près les richesses humaines, notamment si on pense à la richesse du tissu associatif en France, composé de ces 13 millions de bénévoles et qui représente pratiquement la moitié des 3 millions d'ETP des associations, on se rend compte que finalement,
la question des compétences et des hommes, elle est clé, elle est essentielle. Donc là, on va ensemble, je vais vous évoquer de quelle manière finalement, quel regard au cours de sa recherche empirique le Rameau a pu apporter, de manière, j'espère, la plus accessible possible pour que vous ayez un niveau de compréhension assez homogène finalement sur non seulement ce que l'on entend, sur ce que l'on entend derrière l'engagement et l'impact que ça a pour chacune des parties prenantes. Alors, quand on parle de sujet de recherche, il faut savoir que l'engagement associatif des actifs, ça fait finalement partie des sujets de recherche pionniers du Rameau, dès 2008, et ce pendant plus de 5 ans. Finalement, il y a eu différentes expérimentations et études sur le sujet, et notamment un groupe de travail axé sur le bénévolat et le mécénat, qui par la suite a pu donner une grille de lecture intéressante sur l'expérimentation du bénévolat de consolidation de la Fondation RATP, dont l'objectif était en fait, un peu via du coaching, un système d'écoute, d'accompagner les dirigeants de petites associations pour leur apporter une prise de recul. Et ce dispositif a été transféré à Passerelle et Compétences en bénévolat d'accompagnement pour permettre un accompagnement très ciblé finalement des dirigeants de petites et moyennes associations. Et suite à ces réflexions et finalement aux livrables également qui ont été partagés, le ministère en charge de la vie associative nous a sollicité pour copiloter finalement un rapport interministériel en 2014 sur le sujet de l'engagement des actifs. Un rapport qui a réuni un certain nombre d'experts publics et institutionnels notamment, et parmi la quinzaine de préconisations, l'une d'entre elles portait sur la mise en place d'un guide pour partager ce sujet-là auprès des entreprises. Ce guide-là a été réalisé, publié avec le MEDEF en 2016. Il s'agit du guide sur l'engagement des salariés, qui apporte des regards finalement croisés à la fois d'experts du sujet, dont nos amis de Promonolab, et également des études de cas, j'y reviendrai tout à l'heure. Et quand on parle de parties prenantes, finalement, sur l'engagement, notamment l'engagement associatif des actifs, on se rend compte qu'il y en a 4 finalement qui sont impliqués. Au cœur, on a bien évidemment l'actif, le salarié qui est le plus concerné, mais avec finalement une implication de 3 autres parties prenantes. Les pouvoirs publics, à un niveau macro, qui ont un rôle clé, notamment législatif, réglementaire, pour inciter, pour favoriser les dispositifs d'engagement, avec une articulation également entre l'employeur, pour lequel cette question de l'engagement peut répondre à la quête de sens de salariés et peut être complètement intégrée, même pour certains, une stratégie, une politique RH et RSE, avec là un levier interne de dialogue social, et notamment pour les entreprises qui ont un dialogue social assez riche avec les organisations syndicales. Et pour les associations, cette question de l'engagement peut être une partie de la réponse à leurs besoins. Et au centre, donc, l'actif, la personne avec cette volonté d'engagement. Donc, c'est finalement une articulation assez fine entre 4 parties prenantes qui ont chacune d'entre elles des enjeux très spécifiques. Si on met le zoom et le focus sur l'actif, la priorité et la condition sine qua non, c'est sur son temps, c'est finalement d'être en mesure de se faire plaisir et de s'épanouir dans ces modalités d'engagement. Et parmi les motivations, finalement, il y en a 4 qui ressortent principalement sur l'engagement bénévole des actifs au sein de l'association. Bien sûr, l'engagement citoyen, mais également ce besoin de se rendre utile, de renforcer ses liens sociaux en s'ouvrant notamment à d'autres cercles que les cercles qu'il peut connaître sur le plan familial, professionnel ou personnel, et cet aspect développement de compétences qui n'est pas forcément très connu, mais qui est par contre très identifié par les experts. Marie pourra nous en donner un éclairage un peu plus fin tout à l'heure. Et en même temps, à côté de ces éléments qui sont extrêmement clairs et importants pour s'engager, il y a aussi des freins, notamment des freins d'un point de vue de l'articulation du temps, d'arriver à concilier finalement ces engagements professionnels, personnels et cet engagement associatif, et un frein qui peut venir soit de la personne en termes de temps, soit aussi en termes des structures, des associations notamment, pour être en mesure de l'accueillir correctement. Et donc, l'engagement
peut constituer un levier pour se construire, notamment pour la personne, pour se développer et rayonner d'un point de vue humain, personnel, et de répondre en partie à ses quêtes de sens, donc pour donner davantage de sens à ses actes. Pour l'association, les enjeux sont différents. Il faut savoir que les associations sont confrontées à un besoin de renouvellement à différents niveaux, renouvellement de leur composition avec une ouverture à toutes les pyramides des âges, et pas simplement aux retraités qui sont très impliqués, notamment dans la gouvernance, et également une logique d'ouverture, parce que finalement, les associations sont confrontées à des besoins de professionnalisation de manière assez marquée. Et il se trouve que finalement, 4 missions d'engagement bénévole assez différentes sont posées et sont clairement exprimées par les associations. Il s'agit bien sûr des actions de terrain, donc la partie la plus opérationnelle, pour faire avec notamment les bénéficiaires et être dans le cœur du sujet de l'association, mais pas seulement. Les associations peuvent également avoir des besoins en termes de représentants élus, d'administrateurs, pour intégrer ou renouveler leur gouvernance, également avoir des besoins de personnes impliquées dans le cadre de commissions, dans le cadre d'instances, notamment des instances publiques, et les expertises fonctionnelles. Et sur le plan des expertises fonctionnelles, 4 champs ont été bien mis en exergue par une récente étude de l'INIGI de recherche et solidarité. Il s'agit notamment de tout ce qui touche à la communication, à l'informatique, au juridique et également aux finances. Il y a quand même tout un ensemble de faisceaux qui est assez favorable finalement sur le fait que les associations sont prêtes et sont en demande de s'ouvrir davantage dans leur public. Et après, il est important d'arriver à concilier finalement ce juste équilibre entre les besoins du projet, du mode de fonctionnement associatif et l'envie d'agir, l'envie d'engagement du salarié. Une envie qui peut s'inscrire de différentes manières, sachant que pour ces associations, notamment si on parle de la gouvernance, la perspective vient de une perspective de moyen et de long terme. Et pour l'employeur peut s'impliquer dans son engagement avec finalement une double logique. Soit c'est plutôt une logique RH qui prévaut, et dans ce cas-là, l'idée c'est d'arriver à introduire, finalement avec de la souplesse et de la flexibilité, à concilier l'engagement personnel de l'actif avec ses engagements associatifs, et ce qui peut aller un peu au-delà en sensibilisant de manière un peu plus large les salariés par des journées solidaires à l'intérêt, à l'opportunité de rencontrer et de s'ouvrir à d'autres champs avec les acteurs associatifs. Et la ligne médiane est fournie par le mécénat de compétences. Et quand on va au-delà du mécénat de compétences, on rentre dans une logique qui est une logique sociétale, où là l'idée c'est d'aller finalement beaucoup plus loin dans la possibilité d'engagement des actifs dans sa politique sociétale. À titre d'exemple, et ça a été introduit dès 2006, on a parmi les entreprises françaises SFR, qui fait partie des pionniers, qui a introduit ce concept de collaborateur citoyen, avec finalement une modularité de la gestion du temps et de la gestion RH de l'entreprise, avec un certain quota de jours qui peuvent être des jours hommes attribués, mis à disposition, des jours rémunérés normalement de l'entreprise, sur lequel le salarié, en plus, s'il le souhaitait, pouvait compléter en choisissant d'offrir un certain nombre de jours RTT pour son engagement associatif. Donc on voit des modalités d'agir, des modalités d'organisation qui sont très différentes et complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre aussi aux acteurs, quels qu'ils soient, notamment en termes de taille, aux entreprises, quelles qu'ils soient, d'agir. Si on prend juste le premier exemple au niveau RH, la conciliation du temps, c'est l'exemple qui est donné ici, c'est Maviflex, une PME de Rhône-Alpes-Auvergne. C'est vraiment que cette flexibilité, cette conciliation des horaires, ça peut être un premier pas et un premier levier très utile pour favoriser l'engagement associatif des salariés. Et pour la puissance publique, son rôle, il est quand même central, puisqu'on vient de parler de dispositifs réglementaires qui permettent à l'entreprise de proposer des formats d'engagement. On pourrait y ajouter également le congé solidaire, qui est un dispositif plus récent. Et la puissance publique, finalement, elle a un triple rôle. Elle est là à la fois pour valoriser ces acteurs qui s'engagent,
pour impulser, pour favoriser le passage à l'acte et aussi pour accompagner les acteurs intéressés, désireux de s'engager. Et ce, dans un contexte assez de plus en plus marqué, puisque l'actuel secrétaire d'État chargé de la vie associative, Gabriel Attal, travaille et engage un certain nombre de travaux et de réflexions autour de cette société de l'engagement. Donc c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'attention de la puissance publique. Et pour aller plus loin, sur une partie de guide méthodologique, nous vous invitons à consulter le guide de l'engagement associatif des salariés, qui vous permettra d'affiner finalement ces différents modèles d'implication qui ont été fléchés par rapport à 25 études de cas de grandes entreprises, de PME, ce qui vous permettra d'identifier de façon beaucoup plus claire la manière dont les entreprises se sont emparées du sujet. Donc voilà pour ce que je souhaitais vous partager sur l'aspect des enjeux de l'engagement. Merci Yann. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de donner la parole à Marie Jouot du Pro Bono Lab. Donc, merci Marie d'être avec nous, de partager toutes ces informations. Oui, merci Lodi, merci Yann. Rapidement, vous présenter Pro Bono Lab. Donc, Pro Bono Lab, on est une association qui existe depuis 2011. On est le spécialiste de l'engagement par le partage de compétences, donc du pro bono. En France, on parle plus spécifiquement de bénévolat et de mécénat de compétences. Notre action, c'est vraiment de promouvoir l'engagement pro bono en France et à l'international au travers d'un réseau dont on fait partie, un réseau international du pro bono. Ce dont je vais commencer par vous parler, donc c'est le fameux panorama du pro bono, qui est une étude que Pro Bono Lab mène depuis 2016, qui vise à faire l'état des lieux de la pratique du pro bono en France et notamment de l'état des lieux des pratiques des différentes parties prenantes du pro bono. Peut-être pour commencer, un élément de définition, le pro bono, c'est le fait d'engager gracieusement ses compétences professionnelles ou développées dans le cadre professionnel au profit de structures à finalité sociale qui ont des besoins en compétences ou au profit d'individus qui auraient également des besoins en compétences. Donc vous le comprenez, le pro bono, ça implique notamment, comme l'a dit Yann, différentes parties prenantes et c'est ce que je vous propose de voir au travers des principaux résultats de la deuxième édition de ce panorama. Déjà, ce panorama c'est attardé sur la question du grand public. Aujourd'hui, le pro bono reste un concept, comme vous le voyez, qui est connu seulement par un Français sur 5. Donc c'est un concept qui parle peu au grand public en France. Néanmoins, lorsqu'on donne une définition aux Français de qu'est-ce que c'est que le pro bono, ce que je viens de vous dire, on se rend compte que plus d'un Français sur 2 s'est déjà engagé en pro bono en partageant ses compétences ou alors serait intéressé pour le faire. Donc ça fait partie de notre objet social à Pro Bono Lab de démocratiser le concept et la pratique de cet engagement pro bono. Ce qui renforce aussi pour nous cette volonté de démocratiser cette pratique, c'est que 80% des Français plébiscitent le pro bono et ils voient vraiment différentes vertus, une manière innovante de s'engager, un moyen de répondre aux enjeux du monde associatif, mais aussi de faire avancer toutes les causes sociétales actuelles, en priorité, voilà, les causes environnementales, mais aussi les causes égalitaires, par exemple, et surtout, une thématique qui est chère aussi au Rameau, le fait de pouvoir faire dialoguer et travailler ensemble des mondes qui se parlent encore trop peu en France, que sont le monde de l'entreprise, la puissance publique et le secteur associatif. C'est pour ça que 8 Français sur 10 considèrent aujourd'hui qu'il est important de pouvoir faire que les pouvoirs publics et l'entreprise puissent davantage développer le pro bono, parce que c'est à la fois un vrai déclic à l'engagement pour toutes les parties prenantes qui s'engagent dans cette dynamique et une façon de co-construire une société meilleure. Voilà pour le grand public. Comme le disait Yann, en fait, l'engagement des actifs, l'engagement des salariés a chez nous, pour nous, une finalité première qui est le fait d'aider des structures à finalité sociale à se développer et à se professionnaliser. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a encore plus de 8 structures à finalité sociale sur 10 qui disent avoir des besoins en compétences qui sont non pourvus. Ces besoins en compétences, ils reviennent à ceux qu'évoquait Yann, des besoins en compétences fonctionnelles, stratégie, communication, marketing, RH, mais aussi des besoins en compétences au niveau des gouvernances. Par rapport à la première édition du panorama en 2016, c'est un chiffre qui reste stable, donc qui montre qu'il y a encore un effort à faire du côté des acteurs de l'accompagnement comme nous, mais aussi du côté de la puissance publique. On y reviendra ensuite.
Et néanmoins, sur l'ensemble des structures à finalité sociale qui ont répondu à cette édition, 60% disent avoir déjà été accompagnés, ce qui est un chiffre qui est supérieur à la précédente édition. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une vraie satisfaction, une vraie appétence pour ce type d'accompagnement en compétences, très complémentaire d'autres types d'accompagnement auxquels peuvent postuler les associations, d'accompagnement stratégique, etc. Et que quasiment 100% des associations pensent que le développement du pro bono en France serait utile pour le secteur de l'intérêt général. Un petit point d'attention néanmoins, nous, Pro Bono Lab, on est vraiment cet opérateur de l'engagement pro bono, donc on accompagne les associations à toutes les étapes de leur engagement. Ce qu'on réalise aujourd'hui et ce que confirme ce panorama, c'est que toutes les étapes de l'engagement pro bono sont compliquées à mettre en place pour les associations. C'est dur pour elles de trouver des moyens financiers et humains pour le faire, et ça l'est a fortiori une fois que la mission pro bono a pu avoir lieu et qu'il faut que les associations puissent mettre en œuvre les recommandations faites par les volontaires, pouvoir continuer à se faire accompagner. Je vous invite à consulter la version en ligne du panorama du pro bono pour découvrir tous les freins et donc les leviers que les associations doivent mettre en place avec nous pour maximiser l'impact de ces missions. Une autre partie prenante très importante du pro bono, on en a parlé, donc ce sont les volontaires. Les volontaires, aujourd'hui, ils sont vraiment de différentes catégories. Nous, à Pro Bono Lab, on pense que toute compétence est un bien public et donc on fait en sorte que tous les publics puissent s'engager. Les étudiants, les actifs, les pré-retraités, les retraités, mais aussi les demandeurs d'emploi, les migrants ou encore toutes population qui serait éloignée de l'engagement, parce qu'on pense que c'est vraiment aussi l'un des impacts forts du pro bono. L'impact fort, il est sur les volontaires. On le voit bien avec l'un des principaux chiffres qui dit qu'au-delà de transmettre et de développer des compétences professionnelles lors d'un engagement pro bono, les volontaires développent aussi des soft skills, ce qui aujourd'hui est un axe fort en termes de recrutement, de ressources humaines, notamment du côté des employeurs. Et en effet, l'engagement pro bono permet de développer son écoute, sa capacité à travailler en équipe, son adaptabilité. C'est vraiment un apport en compétences qui est important et à valoriser du côté des volontaires. Et ce qu'on voit, c'est que quasiment 100% des volontaires qui se sont engagés pensent que le pro bono est une forme d'engagement importante à pratiquer. On pourra discuter après un peu plus, si vous le souhaitez, des différents types de volontaires et de ce qu'ils peuvent apporter à une association. Et enfin, pour vous évoquer la dernière partie prenante ou l'une des dernières parties prenantes du pro bono, donc que sont les entreprises, Yann en a parlé. Un chiffre à retenir aujourd'hui, ce qui est important, c'est que 20% des entreprises mécènes en France s'engagent aussi en mécénat de compétences ou en bénévolat de compétences. En tout cas, font la décision dans leur stratégie de mécénat au global d'y inclure le capital humain pour avoir une stratégie beaucoup plus intégrée et cohérente. C'est un chiffre qui est intéressant, qui nous provient de l'ANMICAL, qui est l'un de nos partenaires sur cette étude, et qui montre que en 2 ans, il y a eu une progression de 10 points sur ce pourcentage d'entreprises mécènes qui engagent aussi leur capital humain. Donc c'est pour nous une très bonne nouvelle, et ça correspond au discours actuel autour de la raison d'être de l'entreprise et comment le collaborateur peut être l'une des premières briques à impliquer dans le cadre de cette raison d'être. C'est aussi une appétence qui est corroborée par les actifs français qui ont déjà fait du pro bono ou seraient intéressés. Voilà pour ce rapide aperçu des principaux résultats du panorama que vous pouvez consulter en ligne. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Marie déjà sur cette première partie sur le pro bono? Alors oui, une première question. Est-ce que vous mesurez les soft skills que vous venez de décrire? Oui, alors bonjour Hélène, je vois votre question. En effet, Pro Bono Lab, depuis sa création, évalue les compétences qui sont transmises et développées dans le cadre de ses missions Pro Bono. Donc au fur et à mesure des années, on a intégré de nouveaux critères pour mesurer vraiment ces soft skills. Aujourd'hui, il reste un travail très intéressant à mener de notre côté, conjointement avec d'autres acteurs qui s'y intéressent, notamment des acteurs de la formation, des acteurs de l'éducation, sur vraiment la caractérisation et les leviers qui permettent de développer ces soft skills, mais c'est pour nous un axe très intéressant sur lequel nous souhaitons avancer. Alors, nous, on a une petite question aussi, puis comme ça laisse aux participants le temps de décrire la leur. Tu parlais tout à l'heure de structure à finalité sociale. J'imagine que derrière, il y a différents types de structures parce que les modalités de mobilisation ne sont pas forcément identiques. Est-ce que tu
peux nous expliquer ça? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à Pro Bono Lab, comme je l'ai dit, nous, on travaille sur le pro bono. Le pro bono, c'est le fait d'engager gracieusement ses compétences au profit d'une structure à finalité sociale, sociétale ou environnementale. Donc, aujourd'hui, à Pro Bono Lab, on accompagne des structures qui sont de tout statut juridique. On accompagne une majorité d'associations, mais aussi beaucoup d'entreprises sociales, de coopératives ou encore de SA ou de SAS qui concourent à une finalité sociale, sociétale ou environnementale. Donc, on a vraiment un champ très large d'accompagnement parce que le pro bono, notamment quand il se fait en bénévolat de compétences sur son temps personnel, peut vraiment être bénéfique à l'ensemble de ces structures. Peut-être simplement pour préciser, on s'attache plus particulièrement à accompagner des structures partout en France qui sont de taille petite ou moyenne et qui donc sont dans cette difficulté à accéder à un accompagnement ou à se professionnaliser uniquement en interne. Voilà nos principaux critères aujourd'hui. Et donc, tu parlais tout à l'heure du panorama. Donc là, vous l'avez réédité en 2019, il y en a eu un en 2016. Est-ce que tu peux nous dire les grandes tendances, les évolutions qu'il y a eu durant ces 3 ans? Oui, tout à fait. Alors, il y a eu des évolutions, mais pas forcément sur toutes les parties prenantes. Ce qu'on constate aujourd'hui à Pro Bono Lab, c'est que sur la partie grand public, aujourd'hui, le concept est connu de la même manière qu'il l'était en 2016. Il n'y a pas forcément une connaissance accrue, ou en tout cas une pratique accrue. C'est intéressant de le noter parce que pour nous, ça reste un enjeu fort à Pro Bono Lab de démocratiser le concept à un moment où c'est une terminologie, notamment en France, qui est reprise par la puissance publique. Donc, on travaille fortement à ça. Du côté des volontaires, on sent pareil une même maîtrise du concept et de la pratique. Là où il y a des différences un peu plus notables, c'est du côté des structures à finalité sociale, où là c'est un bon point pour nous accompagnateurs. On se rend compte que ces structures à finalité sociale, elles connaissent davantage le pro bono, qu'elles sont davantage à en avoir bénéficié qu'en 2016. Pour autant, leurs besoins en compétences restent toujours aussi importants, à hauteur de 80% de structures qui disent avoir des besoins qui aujourd'hui sont non pourvus. Donc, ça doit nous interpeller, nous, en tant que structure accompagnatrice. Et le pendant plus positif, c'est que du côté des entreprises, on voit que les entreprises mécènes sont de plus en plus nombreuses à engager leur capital humain, comme je le disais. Et donc, on voit vraiment une vraie tendance se dessiner aujourd'hui, un engagement qui fait que les entreprises ne peuvent plus éviter. Elles doivent se poser la question de l'engagement de leur capital humain. Et ce qui est très intéressant, ce qui figure pas forcément dans le panorama, mais ce qu'on voit beaucoup à Pro Bono Lab, c'est qu'aujourd'hui, on est approché par des universités, des collectivités territoriales ou encore de grandes associations pour que ce type de structure, elles aussi, engagent leurs étudiants, leurs fonctionnaires ou encore leurs salariés en pro bono au profit de petites et moyennes associations. Alors, il y a Laurent Lescure qui complète, qui lance une remarque en disant que les actions probantes ont été réalisées aussi pour les jeunes qui lancent des projets et pas exclusivement pour les associations. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Sinon, n'hésitez pas. Puis, de toute façon, on y répondra un peu plus tard. Alors, oui, de l'ordonnance. L'ordonnance Macron du 22 septembre 2017. Alors, j'aurais besoin de plus de questions. Est-ce qu'on peut préciser la question? Parce que du coup, voilà, je vous laisse préciser, puis comme ça laisse Marie la possibilité de continuer sa présentation. Donc là, l'objectif, Marie, c'est que tu nous présentes comment on mobilise les compétences. Oui. Très bien. Donc, comme vous l'avez compris, Pro Bono Lab, on est aussi un centre d'expérimentation. On publie différentes études ou guides sur la question du pro bono. L'une de nos dernières publications, donc c'est le guide pratique de l'engagement par le partage de compétences. En fait, c'est Pro Bono Lab qui met, après 10 ans d'expérience en open source, la plupart de ces méthodologies pour que des structures à finalité sociale puissent aller chercher en plus ou moins grande autonomie des compétences, que les entreprises puissent structurer une démarche d'engagement de leurs collaborateurs cohérente avec leur politique RSE et leur politique RH, ou enfin que des volontaires qui aient envie de s'engager puissent avoir connaissance aujourd'hui des dispositifs et des étapes par lesquelles il est important de passer pour pouvoir s'engager en pro bono auprès d'un individu ou d'une structure. Donc, c'est la finalité de ce guide qui a été publié en avril 2019, que vous pouvez retrouver en ligne et demander, qui vous sera envoyé en format papier. Ce qu'il a été décidé aujourd'hui au vu du profil de participants que vous êtes, c'est de se concentrer plutôt sur la partie structure à finalité sociale et réfléchir ensemble aux différents
différentes étapes par lesquelles doit idéalement passer une structure à finalité sociale qui aimerait mobiliser des compétences en pro bono pour son projet associatif ou entrepreneurial. Je veux bien qu'on passe à la slide. Merci beaucoup. À la slide précédente. Je vais rapidement vous passer les étapes. Après, on pourra développer avec un ou deux exemples associatifs, notamment si vous souhaitez vous répondre à vos questions. Nous, Pro Bono Lab, on est un accompagnateur. Donc, voici les étapes qu'on préconise. La première étape, c'est déjà pour une structure à finalité sociale, quelle qu'elle soit, de réaliser un diagnostic de ses besoins en compétences. Aujourd'hui, nous, on a développé des outils qui permettent en ligne de faire une première amorce d'auto-diagnostic de ses besoins en compétences. C'est quelque chose pour une association qui peut être fait aussi avec le concours des acteurs d'accompagnement du G10. On en a peu parlé aujourd'hui, mais c'est un collectif d'acteurs aujourd'hui de l'accompagnement qui permet de réaliser le diagnostic stratégique de son projet, notamment de ses besoins en compétences. L'important pour l'association qui aimerait bénéficier de Pro Bono, c'est de pouvoir poser un premier SWOT de son activité et de pouvoir réfléchir quels sont ses besoins en compétences qui sont les plus prioritaires selon la matrice suivante, quels sont les besoins qui sont les plus urgents. Et souvent, ça va s'adresser aux fonctions vitales de l'association, des besoins juridiques, des besoins fiscaux, des besoins RH qui sont importants de sécuriser, et en même temps, quels sont les besoins en compétences qui, une fois pourvus, seront les plus porteurs pour le développement du projet associatif, des besoins en stratégie, des besoins en innovation ou alors en création de nouvelles activités ou de nouvelles ressources. Donc ça, c'est une première étape qui est très importante et qui va permettre d'amorcer une réflexion sur la deuxième étape étant le fait de formaliser les besoins en compétences au travers de ce que nous on appelle des fiches missions qui vont vous permettre de dimensionner le besoin, le type de profil de volontaire pro bono que vous allez rechercher et surtout les modalités de réalisation de la mission. Est-ce que ce sera une mission qui mobilisera un ou plusieurs volontaires? Est-ce qu'elle sera longue ou courte? C'est très important d'avoir ce cadrage en amont. Sans ce cadrage aujourd'hui, un volontaire pro bono quand bien même il aurait des compétences très valorisables, serait difficilement apte à pouvoir accompagner la structure. Comme dans toute logique, pareil, l'intégration de bénévoles, le volontaire pro bono, il faut pouvoir l'accueillir, il faut pouvoir l'intégrer. Nous, ce qu'on préconise à Pro Bono Lab, c'est vraiment d'avoir un ou plusieurs référents tout au long de la mission qui pourra en flux accompagner le volontaire et redresser si besoin la mission dans laquelle il est engagé. Donc vraiment une logique d'intégration. Ce qui est important lorsque la mission se déroule et à une fois que la mission est déroulée, c'est vraiment de clôturer la mission, d'évaluer son impact, comme on le disait, de l'évaluer pour la structure qui a bénéficié de Pro Bono, mais aussi pour le volontaire qui s'est engagé, parce que c'est un engagement qui est énergivore et en même temps apporteur de compétences et de connaissances des deux côtés. Donc là, nous c'est pareil, Pro Bono Lab, on a développé une méthodologie d'évaluation d'impact depuis une dizaine d'années qu'on est prêt aujourd'hui à partager. Et enfin, l'une des dernières étapes, et j'en arrêterai là pour répondre à vos questions, c'est vraiment le fait de pouvoir constituer, animer cette communauté de volontaires pro bono qui se seraient engagés à vos côtés et qui auront toujours des compétences à vous apporter pour des besoins ultérieurs. Et donc là, dans le guide du pro bono, vous voyez plusieurs cas de figure qui vous sont proposés selon le type de votre structure, la communauté de bénévoles que vous avez, etc. Alors juste, il y a Hélène qui demande est-ce qu'on reprécise le collectif d'acteurs de l'accompagnement, c'est le G10, G comme Gérard, G10, parce qu'il y a une dizaine d'acteurs de l'accompagnement qui se réunissent régulièrement. Est-ce que vous avez des questions sur comment mobiliser? Alors j'ai vu Anselme qui a comme remarque, abordez-vous la problématique de la mobilisation des compétences des bénévoles sur un engagement associatif et non pour occuper leur temps à leur gré. Lorsque vous accompagnez les structures, est-ce qu'il y a justement ce travail justement en amont de dire quels sont les profils de bénévoles que l'on cherche et comment s'assurer que finalement ce soit une compétence qui est vraiment utile et à la fois évidemment aux bénévoles et aussi à la structure d'accueil?
Oui, alors en effet, c'est une très bonne question. Petit point un peu macro sur ce sujet. Dans le guide que je viens de vous présenter, on a réalisé un peu une typologie des différents types de volontaires. J'ai parlé des étudiants, des actifs, des personnes en recherche d'emploi, mais aussi des pré-retraités ou des retraités. Et en effet, c'est une ressource qui peut être très intéressante pour une association, mais qu'il est important de bien l'encadrer parce que on constate des fois des effets d'engagement trop forts ou de c'est un peu un paradoxe, mais en tout cas, voilà, d'engagement qui peut être un peu trop fort. Donc, il y a vraiment un enjeu de bien dimensionner. Ce que nous, on préconise, c'est vraiment de passer par, c'est d'abord de passer par cette étape du diagnostic des besoins en compétences pour que vous, association qui allez recevoir ces volontaires, vous soyez au clair sur les besoins auxquels vous souhaitez répondre et qu'il y ait vraiment des temps d'échange au début, à la fin et tout au long de la mission avec le volontaire engagé pour bien lui rappeler le cadre de sa mission, le contexte et ses objectifs. C'est valable pour tout type de volontaire, mais en effet, ça peut l'être encore plus pour ce type de ressources qui ont un temps plus important, une énergie plus importante à dédier à un engagement associatif. Et alors, nous, on a une petite question aussi, c'est que en fonction du type de structure, les petites associations ou les plus grosses de type la Croix-Rouge, est-ce qu'il y a des différences justement de pratiques qui sont constatées? Oui. Tout à fait. À ProBono Lab, on accompagne principalement, comme je disais, des petites associations. Ce qu'on constate chez elles, c'est qu'il y a évidemment de forts besoins en compétences, mais une méconnaissance plus accrue des dispositifs d'accompagnement, notamment en pro bono, qu'elles peuvent utiliser pour pouvoir se faire accompagner. Donc ça c'est déjà un premier effet sur lequel il faut davantage qu'on travaille. Ensuite, on a souvent affaire à des équipes des équipes salariées qui sont petites, des équipes bénévoles qui sont également petites. Donc ça peut induire des complexités pour le suivi de la mission pro bono lorsque la mission pro bono a lieu, que ce soit le temps d'une journée ou le temps de plusieurs mois, parce que les missions varient selon les besoins traités. Là, on voit une différence vraiment importante, c'est au moment de l'autodiagnostic où ces associations des fois ont du mal à prendre du recul par rapport à leur projet et à faire intervenir des parties prenantes externes dans cette phase de diagnostic, ce qui peut être toujours bénéfique. Et une fois que la mission pro bono a été réalisée, dans la mise en œuvre des recommandations, dans le suivi de ces recommandations et dans le fait de pouvoir aller chercher un accompagnement complémentaire pour des besoins qui auraient émergé à ce moment-là. Voilà, on voit des fois des difficultés un peu plus fortes. Et enfin, dernier point, là c'est vraiment intéressant, c'est que ces associations aujourd'hui, elles sont souvent extrêmement peu en lien avec les structures qui peuvent leur apporter du bénévolat ou du mécénat de compétences, notamment avec les entreprises et les fondations d'entreprises. Et nous, Pro Bono Lab, de par nos formats, on fait se rassembler concrètement ces deux mondes, et donc généralement nos rencontres génèrent des liens partenariaux plus durables ensuite. Alors justement, on a parlé des associations, des volontaires, on vient de parler des entreprises, mais du coup, quand on regarde côté entreprise, quand elles proposent des salariés, c'est quoi leur pratique, leur grande pratique? Très bien. Ce qu'on peut constater comme évolution ces 2 dernières années, c'est que les entreprises se sont vraiment saisies du sujet, comme je l'ai dit, alors qu'à l'époque, il y a quelques années, on pouvait avoir des entreprises qui avaient plutôt un catalogue d'engagement et proposaient à leurs salariés une course solidaire, éventuellement une journée solidaire. Aujourd'hui, on se rend compte que ces entreprises, elles ont d'une part intégré cet engagement des collaborateurs à leur politique RSE et aussi à leur politique RH, ce qui implique d'avoir plutôt des parcours d'engagement. Ce qu'on voit par là, c'est que l'entreprise, elle va avoir envie de faire faire vivre à son collaborateur un parcours d'engagement en l'engageant de manière plus ou moins intense, plus ou moins sur ses compétences métiers. Donc ça, c'est déjà un premier élément à prendre en compte. Et nous, Pro Bono Lab, on propose dans ce cas des missions pro bono qui vont de plusieurs heures à plusieurs jours pour répondre à ces différentes appétences. Donc ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte aussi pour les associations qui veulent se faire accompagner, parce qu'il peut y avoir différents formats. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que de plus en plus d'entreprises, on l'a vu, qui aujourd'hui soutiennent en mécénat financier ou matériel des associations, ont envie d'avoir un engagement encore plus vertueux en intégrant du capital humain. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on encourage très fortement également. Et enfin, l'un des enjeux des entreprises aujourd'hui, auxquels nous, on est confrontés aussi, c'est l'évaluation de l'impact de leur accompagnement sur la structure. C'est un sujet commun pour nous, acteurs. Et est-ce que vous constatez qu'en plus de l'évaluation d'impact, est-ce qu'elles évaluent aussi pour elles-mêmes en interne l'impact de ces salariés qui ont eu des missions au sein d'associations? Comment ça fait évoluer l'entreprise, ou parce qu'elles ont des évaluations plutôt internes du coup? En effet, ce qu'on constate aujourd'hui dans la majorité des cas, c'est que ces entreprises, elles ont à minima un suivi des collaborateurs qu'elles engagent, un suivi en termes de temps passé, en termes de compétences mobilisées.
Ça, c'est un premier élément. De plus en plus, elle se pose la question de pouvoir évaluer ce que ça apporte pour la performance métier, mais aussi la performance sociale de l'entreprise. C'est une question dont elle se saisissent et qui est en train d'être prise en compte. C'est l'un des axes sur lesquels nous, Pro Bono Lab, on peut aussi accompagner des entreprises aujourd'hui. Et alors, dernière peut-être question, sauf si n'hésitez pas à en poser de votre côté. Est-ce que c'est les entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est plutôt des grandes entreprises ou est-ce qu'il y a aussi des PME qui sont dans des démarches de pro bono? En effet, ce qu'on constate à Pro Bono Lab, c'est que notre cible principale et historique avec laquelle on a travaillé, c'est plutôt les grandes entreprises, celles donc celles dont les sièges sont souvent en Île-de-France, qui ont un certain nombre de salariés, qui ont des fonctions de support extrêmement étendues et donc beaucoup de capacités à accompagner. Aujourd'hui, on a 80 grandes entreprises avec lesquelles on travaille sur des programmes d'engagement des collaborateurs en pro bono. Néanmoins, Pro Bono Lab, on est sur les territoires depuis maintenant 2014-2015. On est à Lyon, Marseille, Lille, Nantes et bientôt Toulouse et Bordeaux. Ce qu'on constate, c'est que dans ces territoires où il y a une présence accrue de TI et de PME, il y a des pratiques d'engagement des collaborateurs qui existent, qui simplement aujourd'hui ne sont pas autant valorisées, formalisées que celles qu'on peut voir au niveau des grandes entreprises. Donc c'est pour nous à Pro Bono Lab un axe fort de développement que de pouvoir accompagner à la hauteur de leurs enjeux ces entreprises de plus petite taille dans des politiques structurées d'engagement en pro bono, aussi parce que c'est des entreprises qui ont besoin de ce type d'engagement pour rentrer en lien avec leur territoire, avec leur environnement et construire des relations plus durables avec les autres acteurs avec lesquels elles partagent un territoire. Et alors pour finir et peut-être compléter tout ce que tu as dit précédemment, est-ce qu'il y aurait des grands écueils à éviter ou des très bonnes pratiques qu'il ne faut pas oublier? Oui. Alors, je pense que pour revenir sur quelque chose qu'on partage beaucoup, mais c'est vraiment la bonne pratique à ne pas éviter, c'est le diagnostic des besoins. Souvent, ça reste oublié par les associations, les autres structures qui aimeraient bénéficier de Pro Bono parce que, en tout cas, elles ont le sentiment d'assez bien connaître leur projet associatif, mais cette étape du diagnostic, le fait de le faire et a fortiori avec ces parties prenantes externes, ça peut vraiment être intéressant et c'est vraiment ça qui va permettre de prioriser les besoins. Le suivi de la mission est essentiel. Et enfin, le fait de pouvoir clôturer la mission, en faire un bilan pour un peu avoir un état des lieux de ce qui reste à accomplir. Donc, c'est plutôt voilà les 3 grandes étapes à ne pas oublier, que vous soyez une association, un volontaire ou la structure qui permet l'engagement, comme l'entreprise, par exemple. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser ou pas, ou ce sera peut-être plus tard? Ce qu'on vous propose, donc, du coup, c'est de vous présenter ce qui vous allez pouvoir trouver sur la plateforme Innovation territoriale en action. Et là, on laisse la parole, du coup, à Yann. Alors, Élodie l'a évoqué au départ, cette plateforme, c'est vraiment un outil qui est pour vous, où vous soyez sur les territoires, pour faciliter à la fois le type et la pertinence de questions et également l'accès à des outils. Donc là, si on regarde la mobilisation des compétences, finalement, des retours d'expérience qu'on a eu, il y a 3 grandes questions qui revenaient, posées par les territoires. C'est si on souhaite mettre en place un engagement, quel format on peut mettre en place? Après, comment et de quelle manière on peut mobiliser ces compétences? Et quel effet de levier ça va avoir pour les acteurs de l'intérêt général? Donc, grâce à Marie, on a pu avoir des éléments de réponse assez intéressants sur chacune de ces questions. Et du coup, ça vous permet à la fois de pouvoir commencer à distinguer les formes de l'engagement et via la lecture du guide qui sera en numérique, ça vous permettra pour les entreprises qui nous écoutent, ça peut apporter du grain à moudre aussi pour le choix du format qui pourrait être le plus adapté d'engagement. Et en termes d'outils, on va le détailler, la plateforme va pouvoir enrichir la palette d'outils dont vous auriez besoin sur ce sujet-là. Le contenu va être en fait structuré, intégré à l'item des modèles socio-économiques, avec finalement les grandes généralités pour comprendre les enjeux,
Et pour se les approprier, finalement, le focus va être mis par rapport à 2 guides dont l'accès vous sera partagé en numérique. Le guide évoqué par Marie des pratiques et le guide de l'engagement associatif des salariés. Si on rentre dans le détail, donc le pro bono en pratique, c'est un guide pour les volontaires, pour les structures qui mettent en place ces démarches de bénévolat, de mécénat de compétences, autrement dit de pro bono. Ça vous fournit à la fois une sorte de vadémécum et à la fin, il y a des pages qui sont très très claires, très bien faites sur le bilan, ce qui fait que chaque acteur peut s'y retrouver. Que vous soyez volontaire, structure ou entreprise, vous trouverez des éléments de réponse à l'intérieur. Après, en termes de prise de recul et en termes de partage d'expériences et apport de regards croisés, dont d'ailleurs plusieurs structures qui font partie de ce cercle informel du G10 de l'accompagnement associatif, le guide d'engagement associatif des salariés vous permettra d'avoir les éléments et notamment d'aller plus loin. On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure sur les différents formats qui existent au niveau de l'engagement, avec en termes d'application beaucoup d'exemples très riches à l'échelle de PME, de TI et de grands groupes sur les 5 types finalement et 5 grandes familles des formats d'engagement des entreprises. Donc 2 outils différents qui vous permettront d'aller plus loin dans ces démarches. Et pour partager une actualité qui évolue, c'est un sujet de plus en plus dense, de plus en plus fourni. Là également, un double accès avec d'un côté le site évoqué par Marie en open source qui a été mis en ligne il y a quelques mois, probono.co, où, n'hésite pas à le compléter d'ailleurs, on retrouve un mix entre de l'actualité, des portraits, donc ce qui donne aussi des insights assez intéressants de retour d'expérience très concrets, et également un certain nombre d'éléments plus factuels, tels que des publications que vous pouvez trouver à l'intérieur. Ça permet, c'est un site qui est extrêmement bien conçu pour s'immerger et pour avoir envie, puis pour comprendre à partir de différents types d'exemples, notamment des retours vécus de volontaires. Et pour poursuivre, un autre centre de ressources sur l'engagement des salariés qui apportera du contenu, notamment en termes de prise de hauteur. Il met en ligne régulièrement les différentes études du sujet et ça permet d'avoir une focale plus spécifique, notamment par rapport aux études de cas qu'on vous a décrites. Donc ça permet d'avoir vraiment une belle complémentarité entre ce retour d'expérience de terrain avec les témoignages et une prise de hauteur variée à différentes échelles. Alors, il y a une question de Laurent, donc Marie, je te propose d'y répondre. Est-ce que le type de compétence de ressources pour Renault peut être mis en œuvre pour un jeune, personne physique ou personne? Oui, alors merci Laurent pour votre question. C'est en effet tout à fait possible. Comme je le disais, le pro bono, ça peut être à destination d'un individu ou d'une personne morale, association ou non. Donc aujourd'hui, des logiques de tutorat, de mentorat à destination de jeunes qui auraient des besoins en compétences professionnelles, mais aussi personnelles. Et là, je reviens aux soft skills. Ça rentre complètement dans une logique de pro bono. Et ça peut évidemment rentrer aussi dans le contexte vraiment français, dans une logique de mécénat de compétences. D'ailleurs, le pro bono, c'est aussi issu du monde anglo-saxon, et lorsqu'on s'intéresse à la pratique pro bono aux États-Unis ou au Canada par exemple, le pro bono vers un individu est beaucoup plus développé et revendiqué que ça peut l'être dans le contexte français. Donc c'est tout à fait si c'est ce à quoi vous faites référence, c'est tout à fait une pratique possible. Est-ce que du coup ça a répondu à votre question, Laurent? On verra. On va attendre la réponse. En tout cas, merci beaucoup. Pour information, donc ce webinaire est bien sûr enregistré, donc il pourra être à nouveau rediffusé et réécouté dans les prochains jours. Le support que l'on vient de vous partager sera également disponible en consultation. Et puis, par ailleurs, si vous avez des remarques complémentaires sur la plateforme, si vous avez des idées de mise à disposition de ressources ou autres, n'hésitez pas à nous en faire part, puisque cette plateforme, on le fait avec d'autres acteurs. On n'est pas les seuls à mettre à disposition nos ressources. Il y a Lors, il y a par exemple, qui a déposé des documents, donc surtout n'hésitez pas à compléter et à nous en faire part. Et puis, de toute façon, on vous dit un très bel été et on vous donne rendez-vous
le 29 août prochain, puisqu'on a parlé de l'engagement et notamment des compétences. Là, on parlera de l'engagement des entreprises, qui est l'un des autres pendants de ce dont on vient de parler aujourd'hui. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous connecter et à nous retrouver après vos vacances pour ce prochain webinaire, le 8e, sur l'engagement des entreprises. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, vos questions. Merci à Marie d'avoir été avec nous et on vous souhaite à tous un très très bel été. Au revoir.